Je tenais à commencer ma présentation en vous remerciant la LZ d'avoir distingué mes travaux de thèse et en remerciant aussi à nouveau ceux qui m'ont encadré et tous ceux avec qui j'ai travaillé au cours de ma thèse. Et donc tout particulièrement ceux qui m'ont encadré, Aurélien Capitan, Didier Boichard et Sébastien Fritz. Et à remercier également les financeurs de mes travaux de thèse, donc la NRT puisque j'étais en thèse CIFRE, et puis tout particulièrement Apigène. Mes travaux thèse, donc, comme ça a été dit en introduction tout à l'heure, portaient sur la génétique de la fertilité et de la durée de gestation chez les bovins, avec comme objectif principal de valoriser des bases de données préexistantes pour la population bovine en France. Donc cette population bovine, c'est ce par quoi je tenais à commencer aussi le vif de ma présentation. Elle est divisée en deux cheptels en France. Donc, on a le cheptel laitier d'un côté qui a pour objectif de produire du lait et le cheptel allaitant d'autre part. Dans les deux cas, la reproduction est forcément primordiale pour le renouvellement des troupeaux et puis pour produire, donc surtout côté viande, ce qui est le principal, le produit des élevages. Et on a deux types de cheptels qui se distinguent beaucoup sur la part d'utilisation de l'insémination animale. Donc 80% des veaux côté cheptel laitier qui sont issus d'insémination contre seulement 20% côté cheptel allaitant et qui se distingue aussi sur la fertilité qui fait suite à ces inséminations, puisque côté cheptel laitier, on a à peu près une insémination sur deux qui est suivie par un vélage, contre presque 3 sur 4 côté cheptel allaitant. Et donc ça s'explique côté cheptel laitier par le fait qu'on a longtemps sélectionné de manière très focalisée sur la capacité à produire du lait, ce qui est antagoniste avec la capacité à se reproduire. Et donc, les performances de fertilité se sont longtemps dégradées avant de s'améliorer depuis le début des années 2000. Mais malgré tout, on a des races laitières qui ont encore besoin de s'améliorer en fertilité. Et c'est un besoin qui est aussi exprimé côté allaitant. Mais on a une autre demande qui est aussi exprimée côté allaitant, c'est de comprendre et de déchiffrer la génétique de la durée de gestation et de sa variabilité. Avec ces deux populations, on a au total 7 millions d'inséminations qui sont enregistrées chaque année et à peu près autant de naissances, donc pour à peu près la moitié issues d'insémination. Euh, Important aussi à avoir en tête par rapport à mes travaux, c'est l'histoire de la sélection dans l'espèce bovine, et ça surtout côté cheptel laitier. On a eu en gros pendant plus d'un demi-siècle des schémas de sélection qui étaient basés sur le testage sur descendance. Donc ça consistait à acheter des jeunes mâles en fonction de leur pédigré et ensuite à réaliser à partir de leur puberté quelques centaines d'inséminations avec leurs semences. Et leurs filles étaient évaluées. C'est à partir de l'évaluation des quelques filles qui étaient issues des quelques premières inséminations qu'on décidait ou pas de diffuser le taureau avec plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'inséminations en fonction des races. Ça a très bien fonctionné pour améliorer le cheptel laitier, et, enfin le cheptel allaitant également, au cours du demi-siècle pendant lequel ça a été en vigueur, mais ça a une conséquence assez importante aujourd'hui pour les cheptels, c'est que quelques taureaux stars ont émergé, et ces taureaux stars aujourd'hui sont à l'origine dans les trois principales races laitières françaises que sont la Holstein, la Montbéliarde et la Normande, de 50% du patrimoine, donc entre 6 et 8 euros selon les races dans ces races-là, ce qui conduit à une consanguinité qui est relativement importante. Et derrière cette consanguinité se cache le risque d'émergence d'anomalies récessives dont l'expression est donc uniquement observée chez les animaux homozygotes, donc issus d'un accouplement consanguin. Depuis le début des années 2010, on a largement changé de paradigme sur les méthodes de sélection enfin, sur les schémas de sélection dans toutes les races. Désormais, on est passé à des schémas de sélection basés sur l'utilisation de marqueurs génomiques. Donc désormais, les jeunes mâles sont génotypés dès leur naissance. À partir de ce génotypage, on peut estimer des index, donc des estimations de valeurs génétiques. À partir de ces estimations, on va décider ou pas de diffuser le taureau, mais cette fois-ci directement avec plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'inséminations en fonction des races. Ça fonctionne très très bien pour améliorer le niveau génétique des animaux, puisque là, le progrès génétique a nettement accéléré depuis la mise en place de ces schémas de sélection.
Mais le revers de ces méthodes, c'est qu'on a un risque d'émergence d'anomalies dominantes, puisque un taureau qui serait porteur d'une anomalie dominante non visible sur lui et qui serait diffusée risque du coup, de la diffuser à enfin, une partie de ses descendants. Et c'est seulement quand les descendants seront nés qu'on pourra commencer à observer les effets délétères. L'utilisation de marqueurs génomiques, elle ne se restreint pas qu'à la sélection des mâles, mais elle est aussi très très utilisée côté femelle par les éleveurs qui ont accès à la technologie pour sélectionner les femelles qui doivent leur servir à leur renouvellement. Et donc aujourd'hui, plus de 90% des animaux qui sont génotypés dans les bases de données françaises sont des femelles. Important également à savoir, on enrichit chaque année les bases de données de génotypage de plus de 300 000 animaux en France. C'est un matériau pour la recherche qui est assez énorme et ces génotypages sont complétés par plusieurs milliers de séquences de génome entier qui nous permettent d'aller dans nos études jusqu'aux variants génétiques causales. Voilà donc pour le contexte. Je vais maintenant vous présenter les travaux que j'ai menés au cours de ma thèse en lien avec ce contexte et en commençant du coup par des anomalies dominantes justement qu'on a cherché à détecter chez les taureaux d'insémination. Ces anomalies dominantes, c'est des réarrangements interchromosomiques que je vais également appeler translocation au cours de ma présentation. Et je vais commencer pour cette partie en vous présentant, en vous expliquant pourquoi est-ce que ces anomalies sont un problème pour la fertilité. Et je vous ai présenté ici à gauche de l'écran la méiose d'un animal normal, donc qui ne serait pas porteur d'une translocation avec deux paires de chromosomes différents et une paire d'allèles représentées sur chacun de ces chromosomes. Vous pouvez constater que les allèles et les chromosomes sont répartis dans les types de gamètes majoritaires de manière complètement égalitaire. Maintenant, si on fait le même schéma chez un animal qui serait porteur d'une translocation réciproque, donc avec un échange de matériel, ici vous pouvez le voir entre les chromosomes représentés en vert et en bleu, eh bien, le même type de méiose va donner également quatre types de gamètes majoritaires, mais on aura donc en vert des types de gamètes équilibrés qui vont donner naissance à des animaux potentiellement génétiquement complets, et des types de gamètes déséquilibrés, donc ceux qui sont entourés en rouge, où l'animal, ici, dans ce cas, enfin, même le conceptus va être partiellement monosomique et partiellement trisomique sur les chromosomes représentés en bleu et en vert. Et ça va mener à sa mort à différents stades, entre le stade embryonnaire et le stade juvénile. Donc on a ce problème, et en plus, la moitié des animaux qui peuvent naître avec un génome complet vont à nouveau porter l'anomalie au stade équilibré et donc la transmettre à nouveau à leurs descendants. Donc, pour faire simple, ça a des conséquences très, très délétères pour la fertilité des animaux. Mais malgré ces conséquences délétères, jusqu'à il y a peu de temps, il n'y avait pas de recherche systématique, surtout sur les jeunes taureaux qui rentraient en production de semences dans les schémas de sélection génomique. Donc, ce qu'on a fait à partir des données de génotypage au cours de ma thèse, c'est qu'on a cherché à trouver des motifs au sein des génotypages pour détecter ce type de mutation. Et donc ça, on l'a fait en calculant le déséquilibre de liaison entre marqueurs de différents chromosomes. Enfin, pour faire simple, ce déséquilibre de liaison nous permet de constater le fait que normalement, des marqueurs de chromosomes différents ne devraient jamais systématiquement apparaître ensemble dans la descendance d'un taureau. Mais là, dans ce genre de cas-là, si. Donc là, un exemple que je vous ai mis à l'écran, c'est donc un taureau qui était porteur d'une translocation. Vous pouvez voir la représentation en couleur du déséquilibre de liaison entre marqueurs de chromosomes différents. Donc la diagonale en rouge représente le déséquilibre de liaison de marqueurs au sein de mêmes chromosomes. Donc logiquement, ils sont physiquement liés. Tout le grand triangle bleu, c'est le déséquilibre de liaison entre marqueurs de chromosomes différents. Logiquement, ils ne sont pas physiquement liés, donc il n'y a pas de déséquilibre de liaison particulier, sauf ici, tout particulièrement, entre les marqueurs du chromosome 3 et du chromosome 8, où on constatait un déséquilibre de liaison maximal, qui est donc la signature d'un potentiel réarrangement chromosomique. Donc, on a développé une méthode de détection comme ça sur l'utilisation des marqueurs dans la descendance de taureaux, qu'on a appliqué à plus de presque 6000 familles qui étaient donc composées d'au moins 30 demi-frères et sœurs génotypés. Sur ces 5571 familles, on a détecté au total 12 translocations différentes qui ont toutes été confirmées par des méthodes de cytogénétique classiques, à savoir des karyotypes en bande, comme vous pouvez les voir à droite de l'écran. Et en termes de conséquences zootechniques, elles avaient
à peu près toutes également des conséquences très délétères. Ici, vous pouvez voir la fertilité des taureaux comparée à la fertilité des taureaux de leur race également. Vous avez donc en rouge et en gris les triangles qui représentent la fertilité des taureaux porteurs de translocation réciproque. Et vous pouvez voir que dans tous les cas, ces taureaux étaient dans le pire 1% de la fertilité de leur race. Ça représente bien ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le schéma. Et on avait également, dans certains cas, une mortalité juvénile qui était très augmentée, voire même explosée dans le cas du taureau NT représenté ici, avec presque la moitié des veaux qui mouraient avant leur premier anniversaire, alors que dans la population globale, on est selon les races entre 10 et 15% de mortalité au même stade. Donc pour faire simple, le bilan zootechnique de ce genre d'anomalie, c'est une mortalité des conceptus aneuploïdes à différents stades. Ça a des effets délétères qui sont transmis à une partie de la descendance sur plusieurs générations, mais une prévention est possible assez simplement en cariotypant les jeunes taureaux qui vont entrer en production, donc avec les cariotypes que je vous ai montrés sur la slide précédente. Ce travail, il a fait l'objet de deux communications scientifiques en congrès internationaux. Donc d'abord le congrès mondial de génétique animale à Rotterdam en juillet 2022 et puis le AP à Lyon en 2023. C'est des travaux qu'on a également publiés, donc publiés dans la revue Genome Research en juin 2023. Et donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, en plus de la publication, on a eu la chance de faire la couverture du numéro de la revue quand elle est sortie. Et donc, suite à cette publication, on a fait plusieurs travaux de vulgarisation, mêlant donc un communiqué de presse qui a été publié sur le site d'INRAE, qui a été repris par plusieurs journaux agricoles et plusieurs journaux scientifiques de vulgarisation. Voilà donc pour ce que j'ai fait sur les anomalies dominantes. J'ai aussi beaucoup travaillé du coup sur les anomalies récessives, qui sont donc, comme je vous l'ai expliqué en introduction, le fruit de la consanguinité. Et donc ce qu'on cherche pour détecter des anomalies récessives, c'est en opposant des animaux K qui ont des problèmes de fertilité, pour ce qui me concerne sur les travaux sur la fertilité, et donc en les opposant à des animaux contrôle qui qui pour eux donc ont une bonne fertilité. Donc on les oppose et on cherche des motifs qui sont homozygotes de manière répétée chez les cas et qui ne le sont pas chez les contrôles. Donc en faisant ça et en opposant avec un test statistique de Fisher les proportions dans les différents groupes de cas et de contrôle, on obtient des régions dans le génome dans lesquelles on peut potentiellement aller détecter des mutations génétiques qui sont du coup à l'origine, quand elles sont à l'état homozygote, de problèmes de fertilité. Donc ça, on l'a fait chez les mâles et chez les femelles. Là, je vous présente les résultats dans les trois principales races laitières. On l'a fait aussi pour d'autres races. Mais vous pouvez voir simplement dans les tableaux qu'on a détecté plusieurs dizaines de loci en compilant mâles, femelles et toutes les races. Donc potentiellement, bon nombre de variants causaux à détecter. Les trois graphiques à droite représentent ce qu'on a trouvé qui cause des subfertilités chez les génisses dans les trois principales races laitières. Et donc, je vais faire le focus là sur le premier pic que vous voyez sur le premier graphique, donc dans le chromosome 3 en Béliard, où on a détecté un variant dans le gène OVGP1. Donc, le gène OVGP1, sa protéine est spécifiquement exprimée dans l'épithélium de l'oviducte et participe à la maturation de l'ovocyte. Vous voyez une représentation 3D de la protéine quand elle est normale à droite. Et ce qu'il y avait en Montbéliard, c'est un variant frameshift. Donc, le variant frameshift, au final, il va couper la protéine, il va la raccourcir. Donc, d'une longue protéine que vous voyez en haut, on passe à une plus petite protéine que vous voyez à droite, enfin en bas à droite. Et donc, cette protéine, eh bien, elle est plus fonctionnelle apparemment, et c'est ce qui causerait les gros problèmes de fertilité qu'on a observés chez les femelles homozygotes. Pour faire simple, le taux de réussite à l'insémination chez ces femelles est divisé par 2 par rapport à la population, et ça mène à des réformes prématurées, donc des femelles qui sont envoyées à l'abattoir à cause de leurs problèmes de fertilité, et ça génère des surcoûts très très importants pour les éleveurs. Euh, pour en finir, la dernière slide sur ce sujet des mutations récessives. Donc, on a des animaux subfertiles à cause de la consanguinité qu'ils portent. Ça mène à la réforme ou à avoir quelques mâles chaque année qui ont une fertilité dégradée.
et à la réforme ou à des problèmes de fertilité sur plusieurs centaines de femelles à l'échelle du territoire français. Les effets de ces mutations sont assez simples à éviter finalement. Une fois qu'on les a détectés, il suffit de ne pas accoupler des animaux hétérozygotes entre eux pour s'assurer de ne pas avoir la naissance d'un animal homozygote à la génération suivante. Et à long terme, pour s'assurer de pouvoir appliquer cette stratégie d'évitement, il faut évidemment avoir une diversité génétique suffisante dans toutes les races pour pouvoir continuer à se permettre des accouplements qui évitent justement ces mutations délétères. Voilà, j'en arrive à la troisième partie de ma présentation qui concerne donc la durée de gestation. Sur la durée de gestation, donc, on a mené une étude assez large. On a considéré toutes les durées de gestation qui nous étaient possibles de considérer depuis le début des années 2000, donc on avait toutes les informations nécessaires. Ça concernait au total 22 millions de naissances. Euh, donc dans 16 races, avec une race très majoritaire, la Holstein, et on constate qu'il y a une variabilité assez importante d'une race à l'autre, donc avec des extrêmes qui sont séparés de presque 2 semaines de durée de gestation. Par contre, intra-race, on constatait, je ne vous l'ai pas écrit ici, une variabilité assez stable avec un écart type de l'ordre de 4 à 5 jours en moyenne. Nos objectifs dans cette étude, c'était d'estimer ce que jouait la génétique dans la variabilité de la durée de gestation et d'estimer les effets que pourrait potentiellement avoir une sélection sur ce caractère si on décidait de l'inclure dans des objectifs de sélection et donc notamment sur la survie des animaux, parce qu'on peut bien s'imaginer qu'un animal qui naîtrait plus tôt serait moins mature et donc aurait plus de chances de ne pas vivre. Côté génétique, donc, ce qu'on a observé, c'est d'abord que l'héritabilité du caractère est très forte, donc l'héritabilité directe, c'est-à-dire que la variabilité du caractère, elle est surtout expliquée par la génétique du veau lui-même. Elle est également un petit peu expliquée par la génétique de sa mère, mais quand même très majoritairement par le veau. Et à l'échelle des variants, donc à l'échelle moléculaire du génome, on a détecté au total 39 QTL, donc 39 régions dans l'ensemble des races qui sont susceptibles d'expliquer la variabilité. Et dans ces régions, on a détecté des variants dans des gènes soumis à empreinte, ce qui pourrait vouloir dire, et c'est encore à l'étude, que selon que le veau reçoive de son père ou de sa mère tel ou tel variant génétique, eh bien l'expression ne sera pas la même sur la durée de gestation et donc le temps que lui va passer dans l'utérus de sa mère. En termes de conséquences de la génétique sur les phénotypes, vous pouvez voir ici un graphique qui représente pour toutes les races laitières la mortinatalité en fonction d'un index, donc d'une valeur génétique des veaux sur la durée de gestation. Et ce qui est marquant, c'est que pour les extrêmes courts, donc les veaux qui auraient une durée de gestation génétique très courte, ont une chance de ne pas vivre qui est beaucoup plus élevée que ceux qui ont une durée de gestation optimale, donc intermédiaire. Ça signe notamment le fait que, a priori, il faudrait éviter de sélectionner tout simplement sur un index. C'est des travaux qui ont également été publiés donc dans le Journal of Dairy Science donc en milieu d'année dernière. Voilà donc pour mes travaux de thèse. J'en arrive à ma conclusion générale. Donc, en 3 points assez simples, sur la fertilité, mes travaux ont permis l'identification de plusieurs dizaines de variantes qui affectent la fertilité des bovins. Donc, pour certains, soit que des mâles, pour d'autres que des femelles, ou pour les réarrangements interchromosomiques qui affectent la fertilité des femelles et des mâles qui, s'ils sont contre-sélectionnés ou habilement sélectionnés dans les schémas de sélection, peuvent éviter des milliers d'inséminations animales inutiles. Et à travers ces inséminations évitées et les mortalités évitées, eh bien, permettre de sauver des millions d'euros à l'échelle des filières qui sont actuellement perdues ou de manque à gagner pour les éleveurs, pour les entreprises de sélection. Deuxième point, donc sur la durée de gestation, ça a surtout permis une mise à jour des connaissances sur le sujet et des travaux sont encore en cours sur la durée de gestation donc. Et puis enfin, ces travaux sont aussi la démonstration que l'abondance des données disponibles pour travailler sur l'espèce bovine sont une ressource très importante en recherche en génétique. Donc ça a été illustré à l'échelle des différents papiers et valorisations au congrès que j'ai pu faire.
Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention et puis ben, je rends la parole aux organisateurs. Merci beaucoup, Jeanlin, pour cet exposé qui a été très clair et instructif. Avons-nous des questions dans le bouton Q&R? Donc, j'en vois pas de mon côté, mais est-ce que j'en aurais raté, Jean-François ou Patrick? Je ne vois pas de questions dans le bouton QR. Non plus. En revanche, j'aurais une question peut-être. Vous avez commencé votre exposé en faisant la différence entre les races laitières et les races allaitantes. Et est-ce que vos résultats diffèrent notablement entre ces deux groupes de races, c'est-à-dire entre les races allaitantes et les races laitières? Alors, il diffère notablement pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, c'est qu'on a plus de matériel, enfin de matériaux utilisables en recherche côté laitier, parce que du coup l'insémination est beaucoup plus utilisée. Donc, eh bien, sans les données d'insémination côté allaitant, on peut simplement pas travailler enfin, en utilisant les bases de données populationnelles. Également, côté génotypage, c'est un outil qui est beaucoup plus utilisé par les éleveurs laitiers sur les femelles, même si côté mâle, c'est utilisé peu importe la race. Et ensuite, ben, du coup, ça a quand même permis de faire les recherches sur ce qui était réarrangement interchromosomique. Il y a des taureaux des deux races qui ont été, enfin des deux types de races qui ont été détectés. Par contre, côté anomalie récessive, on en a, enfin, les schémas de sélection et l'organisation de la sélection côté cheptel allaitant fait qu'il y a beaucoup moins de consanguinité chez les femelles et chez les mâles de race allaitante. Et donc, allez, en fait, il n'y a pas assez d'animaux homozygotes dans ces races et d'animaux consanguins pour pouvoir mener le même type d'études que ce qu'on a mené là dans les races laitières. Donc oui, il y a des différences. Alors, je vois une question qui est arrivée de Alain Ricot dans le bouton QR. L'analyse systématique des embryons pourrait-elle aider à stabiliser les cheptels? Alors, je suppose qu'on parle de cytogénétique, donc de karyotype. Alors, la transplantation embryonnaire, c'est une technologie qui est notablement utilisée dans nos schémas de sélection en bovin, surtout du coup pour essayer de démultiplier les meilleures souches. Et donc, une bonne partie des taureaux d'insémination sont issus de transplantation embryonnaire, ce qui signifie qu'on a accès avant que l'animal soit en vie, donc quand il est au stade embryonnaire, potentiellement à du matériel pour le génotyper ou pour détecter d'autres, enfin n'importe quel type de mutation qui pourrait être délétère, et donc surtout euh, des problèmes de karyotype. Alors, faire des karyotypes en bande sur des embryons comme on l'a fait là sur les animaux vivants, à ma connaissance, c'est pas encore possible. Par contre, potentiellement, à partir de l'utilisation de données de génotypage, on pourrait être capable de détecter des pertes d'ADN ou des gains d'ADN, donc des endroits où les animaux seraient partiellement monosomiques ou partiellement trisomiques. Tout simplement, alors soit, enfin, du coup, à l'échelle des schémas de sélection, pour s'éviter d'implanter des embryons chez des femelles porteuses qui seraient voués à l'échec, soit en tant qu'embryon, soit en tant qu'animal plus tard, parce qu'ils sont porteurs de problèmes cytogénétiques. Mais ça ne concernera qu'une toute petite partie enfin des technologies de reproduction, puisque la très large majorité reste l'insémination. Et là, je vois des compléments indiquant en NGS. Alors, je suppose que c'est avec une technique de séquençage particulière. Et le frein est-il juste économique? Bah, il est surtout économique. Séquencer un animal ou même un embryon, c'est forcément plusieurs centaines d'embryons. Et donc, bah, à l'échelle des schémas de sélection bovins, un embryon n'a pas assez de valeur financière pour, enfin, compte tenu de la valeur financière de l'embryon, on préférera l'implanter et voir ce qui se passe ensuite que de dépenser plusieurs centaines d'euros par embryon pour savoir si ça vaut le coup de l'implanter.
Bonjour, moi j'avais aussi une petite question, si c'est possible. Merci pour cet exposé qui était très clair et très compréhensible, à peu près pas forcément encore dans tous les détails, mais en tout cas très compréhensible. Moi j'avais une question plus d'ordre général autour de justement de cette abondance de données qu'on a dans ce domaine-là en France Mhm. et de la qualité de la recherche qu'on en fait d'ailleurs, hein, et vous en êtes la preuve vivante. Comment on se situe en Europe ou dans le monde sur, à la fois sur les données collectées, la nature des données collectées, et puis la qualité de la recherche par rapport dans ce domaine-là? Alors, sur les données, du coup, ouais, on a une très grosse chance d'avoir une qualité euh, assez géniale pour la recherche. Donc, des bases de données qui ont été bien administrées il y a plusieurs décennies pour pouvoir accéder à l'intégralité des données et des systèmes d'identification des animaux qui sont bien bâtis pour éviter des problèmes dans les données. J'ai pas forcément beaucoup de points de comparaison à l'étranger. Ce que je pourrais surtout dire, c'est que je pense qu'on est en France, on est bien gagnant sur l'exhaustivité de ces données et donc le fait que vraiment tous les animaux sont bien enregistrés. Euh, et donc du coup, ouais. Enfin, c'est aussi certainement, ça participe à un cercle vertueux qui fait que ben, quand on travaille dans la recherche en France sur ce sujet, on a une telle abondance et une telle qualité de données qu'on a plus de capacité à travailler certainement que certaines équipes ailleurs dans le monde. Et puis, ouais, voilà, enfin, c'est surtout ça, enfin, c'est une chance pour la recherche. Mais j'ai pas assez de connaissances de ce qui se fait à l'étranger. Je sais juste que sur les anomalies génétiques et puis même sur la recherche en génétique quantitative, en effet, enfin, surtout l'équipe en France donc de l'UMR Gabi est assez bien placée dans la quantité de publications scientifiques sur le sujet. Donc on peut faire un petit on peut faire un petit cocorico sur la recherche française dans ce domaine-là. Oui, Mhm. certainement dans bien d'autres aussi, mais sur celui-là en particulier. Alors, je ne vois plus de questions. Est-ce qu'il y a une dernière question brûlante pour Jeanlin? Ben, peut-être justement à l'EAP, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues à l'EAP là-dessus? Alors, non, pas là-dessus. Je serai quand même à l'EAP avec un poster sur une anomalie génétique sur laquelle je travaille euh, depuis quelques mois, mais du coup enfin, qui fait suite à tout ce que j'ai appris dans ma thèse, mais que j'ai pas détecté au cours de ma thèse. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, merci Jeanlin pour la qualité de ces échanges. Je vois qu'il est 11h05. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Merci à tous pour la qualité de ces échanges, pour ces questions et ces réponses très éclairantes. Donc l'AFZ renouvelle ses remerciements à chaque intervenant pour vos enrichissants échanges et nous vous souhaitons une brillante carrière professionnelle. Nous vous donnons tous rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition des webinaires AFZ dédiés au prix des jeunes talents de la recherche en sciences animales. Si vous êtes en fin de doctorat, suivez notre prochain appel à candidature pour le prix de thèse 2025. Il paraîtra en fin d'année. Et si vous connaissez des doctorants en fin de thèse, nous vous invitons à leur faire connaître ce concours afin qu'ils puissent candidater. Enfin, pour être informé de tous nos événements, n'hésitez pas à suivre nos actualités sur le site AFZ ou via les réseaux sociaux. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez adhérer afin de recevoir en direct les informations de notre newsletter. Et n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube où sera placé le replay de ce webinaire. Bonne suite de journée à tous.